Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Je reçois ce soir pour vous El Hadj Deriba Diaby. Il est un homme qui cherche à instaurer la paix à travers le monde, ici à Tel depuis bon nombre d'années. Et sa stratégie, c'est utiliser son don spirituel pour pouvoir faire du bien autour de lui. El Hadj Deriba Diaby est donc l'invité du jeudi et nous le recevons avec plaisir sur ce plateau. El Hadj Deriba, bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Merci. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à œuvrer en faveur de la paix, à cultiver la paix? Merci, maman Aïssa, de m'avoir invité dans cette émission en tant que Guinéen, citoyen guinéen, non pas sous la couleur d'un parti politique ou alors en tant que chef de département quelconque ou alors en tant qu'opérateur économique. Je ne suis qu'un El Hadj Deriba Diaby qui œuvre pour la paix dans mon pays, à travers le monde, car pour moi, sans la paix, rien n'est possible. À ce fait, depuis mon enfance, j'ai toujours œuvré pour la paix, dialogue et négocier entre des personnes qui sont au conflit. Donc c'est un don depuis mon enfance, c'est un don qui m'anime parce que pour moi, notre religion qui est musulmane, la fondation de cette religion, c'est tout d'abord la paix. La paix pour moi pouvoir continuer sincèrement, efficacement et à servir Dieu et sa nation que nous sommes sur cette terre. Donc c'est comme ça que vous avez été nommé ambassadeur de la paix. Ambassadeur de la paix, je suis ambassadeur de bonne volonté. Il ne s'agit pas d'une nomination quelconque, c'est ma volonté d'aider les gens que partout où je passe, on m'appelle ambassadeur de la paix. Alors pour moi, c'est un titre honorifique qui m'encourage, qui me guide à continuer à aider, à presser la paix, à pousser les gens vers le dialogue. L'incompréhension en Afrique a toujours détruit notre tissu social, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit familial. Nous avons tellement vécu en Afrique beaucoup de drames, les drames qui nous sont désirés. Alors je me dis, en se mettant dans mon boubou de la paix, je suis vraiment bien pour aider en Afrique, à travers le monde, à véhiculer le message de la paix. Alors en tant qu'ambassadeur de la paix, est-ce que vous pouvez dérouler votre feuille de route destinée à la mise en œuvre de votre plan d'action? Autrement dit, avez-vous envisagé un plan d'action pour réussir votre mission hautement diplomatique? Ma mission, elle est tellement difficile que je ne peux pas vous dire si je peux réussir à 100% parce qu'il y a toujours des obstacles qu'il faut franchir. Dans ce monde aujourd'hui, il est facile d'inciter les gens à la haine que de pousser les gens vers la paix. Il est plus facile de s'aimer la zizanie, la guerre, que d'instaurer la paix en quelque sorte. Oui. Donc moi, j'ai essayé dans mon cas de me mettre tout ce que je gagne à travers les dons que je fais, à travers les déplacements que je fais, inciter la population, inciter nos dirigeants, inciter les Africains à œuvrer pour la paix, pour que demain, nous les Africains aussi, on se dit tout le monde court vers la Chine. La Chine n'a rien que l'Afrique n'en a pas. Mais pourquoi les gens quittent l'Afrique pour aller se exiler ailleurs? C'est parce que dans notre pays, ce que nous cherchons qui est la paix, nous n'avons pas. On peut avoir toutes les ressources dans notre sous-région africaine, mais tant que la paix n'est pas instaurée comme nous le voulons, nous allons toujours exiler vers les autres. Mais vous avez un plan d'action? Le plan d'action que nous avons, oui, c'est de continuer
à aller avec nos maigres moyens, mes maigres moyens, parce que je suis seul, avec mes maigres moyens, vers la population, vers les dirigeants, vers le monde, pour que notre pays, qui est la Guinée, je commence par mon pays, notre pays qui est la Guinée, puisse vraiment se donner la main à travers les sorties que je vais organiser à tout moment, pour que nos pays africains puissent savoir que le dialogue, la consultation, négociation, pour que les fils des filles de ces pays puissent se donner la main pour une réconciliation définitive, bien que nous n'avons pas connu la guerre dans notre pays. Nous savons que la paix est destinée à booster le développement humain durable. Alors, qu'avez-vous fait dans le cadre de la construction de la paix, notamment en Afrique de l'Ouest? Parce qu'il y a eu plusieurs conflits quand même qui ont miné certains pays. Actuellement, le Mali est en proie à un conflit qui perdure quand même. Hein. Le Mali, il y a eu la Sierra Leone, il y a eu le Libéria dans le temps, la Côte d'Ivoire aussi. Je peux vous dire, Aïssa, que je suis un homme qui a vécu au milieu de ces pays qui ont connu la guerre, notamment le Congo-Kinshasa, dont j'ai vécu au moins 15 ans, Congo-Brazzaville, la Centrafrique, la Grande Lac en général. Alors moi, je me dis, étant victime de ces guerres qui ont déchiré ces pays, que nous, on croyait dans le temps le bonheur de l'Afrique. On se dit, à un moment donné, ces pays n'ont plus, si vous voulez, de bonheur à partager que la guerre. Nous avons vu le Mali, qui était vraiment parti avec leur démocratie, ça a été freiné d'un coup par le manque de dialogue, par le manque de concertation, par le manque de, si vous voulez, de compréhension. On a vu comment ce pays aussi a failli tomber. Il a fallu l'intervention des forces étrangères. De tous les pays qui sont venus à l'aide du Mali. La Côte d'Ivoire, qui était le vitrine de l'Afrique. Nous avons vu comment ils ont pu déchirer leur pays. Nous ne parlons pas de Libéria et le Sierra Leone. Donc tout ça entoure notre pays qui est la Guinée. Nous voyons tout ce qui se passe dans ces pays-là, mais jusqu'au présent, les Guinéens n'arrivent pas à comprendre que dans notre pays, nous avons intérêt de se donner la main pour que notre pays puisse vraiment éviter ces genres de catastrophes. Alors, Elhadj Deriba Diaby, puisque vous œuvrez autant pour la paix, pouvez-vous citer des exemples concrets de vos activités et les résultats obtenus par rapport à ces conflits qui ont miné une partie de l'Afrique de l'Ouest? Les résultats, je ne peux pas vous le dire parce que ce que je fais, elle est tellement complexe. Je suis conseiller de plusieurs personnes qui sont souvent... vous prenez surtout le dialogue. Le dialogue. Donc, à mon avis, les conflits en Afrique de l'Ouest, comme l'Afrique centrale, nous avons beaucoup impliqué nos conseils entre des personnes qui sont en conflit pour qu'ils puissent vraiment adopter le dialogue entre eux. Et ces personnes dans les pays qui ne sont pas la Guinée ont souvent écouté notre petit conseil. Nous avons contribué à la paix dans ces pays-là. Alors, le mal que nous avons, pourquoi dans mon propre pays, dans notre pays, quand on va dans ces pays-là où le modèle a été vraiment exemplaire, on nous dit, les conseils que vous avez donnés, nous avons trouvé très sages et ça nous a aidé à sortir dans certaines difficultés. Mais pourquoi dans votre pays, monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours dans cette situation? Alors, je n'ai pas de mots à répondre parce que mon pays, qui est la Guinée, que j'aime tellement, on dirait que les Guinéens ont la tendance jusqu'au présent à être à 2 ans de notre indépendance. On n'arrive pas à comprendre que 5 ans d'indépendance, notre pays a un grand retard. Et il faut vite rattraper ce retard. Tout simplement à cause de ces malentendus politiques. Donc vous, votre préoccupation par rapport à tout ça? Il faut œuvrer
pour la paix, dialoguer et essayer de mettre sur pied un comité de sages qui peut sillonner notre pays, la Guinée, qui peut essayer de véhiculer la paix pour que l'homme guinéen sache que quelqu'un ne quittera pas la Côte d'Ivoire ou le Mali pour venir faire le bonheur de la Guinée. C'est la paix qui est à la base de tout. C'est la paix qui est à la base de tout. Le développement socio-économique. Tout dépend de la paix. Le développement humain durable. Voilà. Et là, Djeriba Diaby, outre votre mission d'ambassadeur de la paix, vous êtes également doté d'un pouvoir spirituel. Mais vous savez, je suis Diakanké. Tout Diakanké, tout un bon Diakanké. Un peu de modestie quand même. Hein? Doit se dire vraiment qu'il a reçu de ses parents un pouvoir spécial. Avant tous les Diakanké en général. Tous les Diakanké en général. Tous les Guinéens, je peux dire. Hein? Mais je vais vous dire que moi, le don que Dieu m'a donné, je mets en profit dans ma vie, je mets en profit pour conseiller toute personne qui vient vers moi, que ce soit un problème familial, que ce soit un problème d'État, que ce soit un problème personnel, je mets au-dessus d'abord la paix et le dialogue. Je suis né avec, et pour moi, pour réussir dans chaque domaine que vous choisissez, il faut le faire avec le cœur de paix. Quels sont vos liens avec Karamokoba Diaby qui a fondé la ville sainte de Touba? Diaby a fondé Touba sur la base, si vous voulez, de réunification de tous les ethnies autour de lui. Il a ramené à Touba les Diakanké venant du Sénégal, de Mali, de Guinée-Bissau, de Gambie, un peu partout pour fonder la ville de Touba. Et nos parents qui sont passés sont éveillés depuis très longtemps. Ils ont créé leur gouvernement. Et dans ce gouvernement, il y avait tous les ethnies. Ils n'ont pas dit celui-là est Peul, celui-là est Diakanké Diaby, celui-là est Fofana, celui-là est Grassi. Non. Karamokoba, lorsqu'il est arrivé à Touba... La diversité des peuples. Voilà. Si vous voulez, c'est comme ça que... Ça donne une force extraordinaire à une nation. De Karamokoba au sein de la communauté Djaha. Et vous êtes lié à ce grand monsieur? Lié à ce grand monsieur, c'est notre grand-père, c'est notre fondateur, c'est grâce à lui que nous véhiculons aujourd'hui la paix à travers le monde pour que les gens sachent que la violence ne peut rien favoriser dans un pays, sauf détruire ce que nous avons pu construire. L'unité nationale. L'unité nationale est importante. Alors, l'unité nationale, ça va avec la réconciliation. Et la réconciliation nationale fait partie des priorités de la Troisième République, ici en Guinée. Quels sont vos projets en ce qui concerne ce pan très important de la paix? La paix, la réconciliation, pour moi, ne se fait pas tout simplement dans le bureau. La réconciliation ne se fait pas seulement à travers le slogan « Réconciliez-nous, réconciliez-nous ». Pour moi, la réconciliation doit être sincère. C'est la volonté. Autrement dit, vous prenez votre bâton de pèlerin. La mentalité guinéenne. La mentalité guinéenne, c'est-à-dire nous sommes tous vendus. Quand quelqu'un parle de réconciliation, on dit celui-là, il a pris le camp de tel. Celui-là, il est vendu par tel. La réconciliation sert pour chaque Guinéen qui veut l'avenir de ce pays. Et si nous disons la réconciliation, nous n'avons pas connu la guerre pour se réconcilier à nous-mêmes, mais tout simplement parce qu'il y a un doute qui s'est installé entre nous. Et c'est ce doute-là, c'est ces méfiances-là qu'il faut lutter pour que les Guinéens sachent que nous devons se donner la main si nous voulons un Guinée demain où les gens vont chercher le visa pour venir chercher de quoi avancer dans notre pays. Que ce ne soit pas seulement nous qui cherchons le visa pour aller vers les autres. Mais tant qu'on ne se réconcilie pas, madame, il n'y aura pas... Mais il semblerait que vous avez des projets un peu partout en Guinée pour la paix et la réconciliation. J'ai des projets... Dans les 4 régions naturelles. Je vais me déplacer, j'ai déjà signalé
mon premier déplacement qui se fera dès la semaine prochaine dans toutes les provinces de la Guinée, mais je commencerai d'abord les 4 régions naturelles pour essayer d'expliquer et de témoigner ce que moi-même j'ai vécu à l'étranger, et je ne veux pas que ces genres de choses arrivent à mon pays. Alors, vous avez vécu à l'étranger pendant des années, notamment au Zaïre, où vous avez reçu, vous êtes le seul Guinéen à avoir reçu le prix du Léopard décerné à l'époque par le président Mobutu Sese Seko du Zaïre. Et ça continue, hein, ça ne finit pas. Vous avez beaucoup de prix, beaucoup de satisfaits et en plus des médailles. Quel est votre état d'âme par rapport à cette pléthore de distinctions? Au Zaïre, en 1993, j'ai eu le privilège d'avoir ces médailles. Je ne me sens pas d'être le seul Guinéen, le bon Guinéen. J'ai trouvé des Guinéens qui ont montré vraiment leur capacité à l'époque au Zaïre, mes pères qui sont venus avant moi. Mais moi, je suis arrivé au Zaïre à un moment particulier où le pays, la démocratie vient d'instaurer au Zaïre. Et c'était le début des vents, des bols, comme on disait. C'était dans les années 90. Dans les années 90. Et à l'époque, au Zaïre, la communauté musulmane était divisée. Il y avait au moins plus de 4 ou 5 présidents des communautés guinéennes, des communautés zaïrois au niveau de ce qu'on appelle là-bas la Komisa. Donc les musulmans étaient tout bord, ils étaient vraiment en guerre contre l'un et l'autre. Je me suis, en tant que Guinéen, en tant qu'un bon musulman, je me suis mis à la disposition de l'islam du Zaïre. J'ai commencé à concerter, à négocier entre les fils et les filles zaïrois qui sont en islam pour que ces pays puissent retrouver un seul président. À travers le dialogue, vous avez commencé, vous avez continué votre mission pour instaurer la paix. Pour instaurer la paix entre les musulmans. Oui. Avant de commencer, réunir la communauté guinéenne du Zaïre, où à l'époque, les Peuls étaient à part, les Malinké étaient à part, les Soso qui étaient très peu étaient à part. Par la suite, j'ai entamé la négociation pour mettre tous les Ouest-Africains ensemble. Les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest qui vivaient dans le Grand Lac. Donc, vu de tout cela, avec tous les efforts que je faisais, le maréchal Mobutu Sese Seko, Kukubendo Wasabanga, a pris la décision de m'élever au rang de dignitaire de haute nationale de Léopard. Et ces jours-là, la plus haute distinction là-bas. La plus haute distinction là-bas, à cette époque, je ne m'entendais pas du tout. Je me suis dit, est-ce que moi, je méritais ça? Mais quand je pense, quand je vois tous les risques que j'ai pris entre ces belligérants à l'époque et la manière dont Dieu m'a donné la possibilité de mettre toutes ces personnes ensemble, je dis, ça c'est un mérite de la Guinée. Ce n'est pas ma personne, mais c'est la Guinée qui a mérité. Et depuis ça continue, hein? Et depuis ça continue. Récemment au ministère de la Communication, vous avez reçu aussi une distinction, un prix du mérite. Hein? Et que je remercie mon frère Makanira. Et je remercie tout l'ensemble de nos services de communication parce que je ne suis pas le seul Guinéen, je n'ai rien fait pour mériter cela. Et si j'ai bénéficié, c'est pour dire vraiment que la Guinée, tous les Guinéens doivent être dans cet élan. Vous avez dû traverser beaucoup d'obstacles, franchir beaucoup d'obstacles pour réussir votre mission. Comment faites-vous ? C'est très difficile de vous expliquer parce que c'est pas facile d'instaurer la paix. C'est pas facile d'instaurer la paix. C'est un risque énorme. J'ai fait 3 voyages cette année en Centrafrique. Je sais comment je me suis en sorti là-dedans. Mais je ne me décourage pas. Que ce soit dans mon pays, que ce soit en dehors de mon pays, mon combat, je le continuerai. Je le continuerai même si je connais le risque qui peut m'emporter là-dedans. Mais même après moi, on dirait que cet homme a pu faire quelque chose pour que les gens arrêtent de s'entretuer entre eux.
Une dernière question, Elhadji Djeriba Diaby. Le monde est en pleine ébullition. Nous sommes à l'aube du 3e millénaire et il y a des affrontements un peu partout. On n'arrête pas de citer les pays, la Syrie, l'Égypte, la Centrafrique actuellement et le Mali voisin. Et ça ne va pas du tout. Le printemps arabe, les pays arabes. Pour moi, je considère toutes ces choses comme des mauvaises volontés de la part de nos dirigeants qui nous dirigent dans ce monde. Parce que je vois très mal comment on peut vraiment réclamer un peuple, dire que je me bats pour ce peuple, je vais défendre ce peuple et en même temps essayer de tuer ce même peuple. Alors moi, ce qui se passe dans les pays arabes, ça me dépasse. Parce que personne ne pouvait penser que cela pouvait arriver. Vous connaissez bien la Syrie. Ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Syrie. Chaque année, je me rends en Syrie. Chaque année, je me rendais en Syrie. Parce que nous avons tous les grands hommes musulmans qui ont accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont en Syrie. Ils commençaient par Sayyidina Bilal et autres. Chaque année, je partais pour ma pèlerinage. Sayyidina Bilal a été enterré là-bas. Enterré en Syrie. Mais on se dit qui peut prendre l'avion pour dire que je vais aller m'ensarder en Syrie. L'ancêtre des muezzins. Incroyable. Mais vrai, on se dit on est dans cette situation-là. La raison pour laquelle toute personne qui œuvre pour la paix, qui se bat pour la paix, doit tout faire, doit continuer pour que la paix, surtout notre pays, la Guinée, puisse vraiment être durable. La paix, il n'a pas de prix. Quelle qu'en soit la situation. Chaque citoyen guinéen doit regarder ce qui se passe dans les autres pays pour que notre pays puisse vraiment être épargné de ces satans-là. Inch'Allah. Inch'Allah. Elhadji Djeriba Diaby, je vous souhaite bon vent. Merci madame. Et merci d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci beaucoup et je vous remercie, c'est à moi de vous dire merci. Et dans la même occasion, je profite de dire aux Guinéens de continuer à dialoguer, de continuer à promouvoir la paix et de continuer vraiment à s'entraider. Parce que c'est ça qui manque dans notre pays et que nous arrivons dans notre cœur tout ce qui est la haine et nous oublions ce qui est passé. Regardons-nous le futur venir. Voilà, merci Elhadji Djeriba Diaby. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Au revoir et à très vite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à Entretien, une émission qui reçoit les personnalités de premier rang et ceux qui font bouger l'Afrique au quotidien. Ce soir, nous avons un invité exceptionnel. Il s'agit de Elhadji Djeriba Diaby. Il est ambassadeur de la paix. Elhadji, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Elhadji, on vous connaît en tant qu'ambassadeur de la paix. Comment est-ce que vous êtes devenu ambassadeur de la paix? Personne ne le sait pour le moment. Merci monsieur de m'avoir invité dans votre émission qui est regardée en ce moment par tous les Guinéens à Conakry et à l'intérieur du pays. Je vous remercie sincèrement. Ambassadeur de la paix, je suis ambassadeur de bonne volonté. Ambassadeur de la paix depuis en 2004 sur un conclave à Lomé. C'est grâce au président Faye Gnassingbé Eyadema du Togo que j'ai été choisi à travers mes actions sociales, non seulement pour œuvrer la paix en Afrique, avec tout ce que mon métier que j'exerce m'ont poussé d'aider à trouver la solution entre les Africains, que le président Eyadema à l'époque a fait appel à beaucoup de mes collègues africains qui sont basés en Afrique comme en Europe, notamment la France et le Canada. Nous avons passé une semaine au Togo et c'est au cours de cette réunion, cette consultation, cette grande rencontre que cette appellation
si vous voulez, honorifique, m'a été honoré en tant qu'ambassadeur de la paix. Ça n'a rien à voir avec une nomination politique, mais c'est tout simplement quelqu'un qui se donne à la paix et qui se donne volonté pour que la paix puisse être instaurée dans notre sous-région de l'Afrique de l'Ouest et en général dans l'Afrique en tout court. Voilà. Et là, ça c'était au Togo. Est-ce que cette nomination, qui n'a rien à voir avec la politique, est confirmée par l'Afrique et le monde entier? Cette nomination au Togo, ce n'est pas le Togo qui a fait la nomination. Ce n'est pas une nomination comme telle. C'est une appellation, mais elle est confirmée dans le monde entier, non seulement en Afrique, mais partout où je me rends. À l'époque, le temps de fait général Lansana Conté, lorsque je suis arrivé en Guinée avec mon titre honorifique, il a automatiquement ordonné de me donner un passeport diplomatique au rang de l'ambassadeur, ambassadeur de la paix. J'ai toujours mon passeport diplomatique. Et depuis que le fait général Lansana Conté est décédé, je continue à sillonner le monde entier avec mon titre ambassadeur de la paix. Et je vous assure que c'est la Guinée qui ignore un peu le rôle que nous jouons dans le monde. On en reviendra tout à l'heure. Moi, je veux savoir, oui, quelle est réellement, en tant qu'ambassadeur de la paix, votre mission? Notre mission, c'est d'informer la population, c'est d'informer, c'est d'être, si vous voulez, l'arbitre entre la population victime et le pouvoir qui n'arrive pas, si vous voulez, à avoir le dialogue avec son peuple. Ok, vous parlez de ce dialogue sourd, mais on pense que vous êtes plus proche du pouvoir que de la population. Si vous voulez, nous sommes plus proches des populations que du pouvoir. C'est une diplomatie parallèle, mais qui sont plus en direct avec la population que le pouvoir. Ici, en Guinée, je n'ai aucun contact avec le pouvoir, mais cela ne m'empêche de continuer à ma mission de paix, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Guinée. Je continue et je continuerai. Je n'ai pas besoin que le pouvoir me demande « faites ça » avant de le faire. Je le fais pour que le pouvoir apprécie ou non. Je pense que côté Guinée, on va revenir à la fin de cette émission. L'Afrique d'abord, Elhadj, quels sont déjà les pays que vous avez sillonnés où vous avez posé des actes et quels sont ces actes? Vous savez, j'ai commencé ma mission au Zaïre. Au Zaïre, le pays où j'ai beaucoup aimé, le pays où j'ai resté très longtemps, pendant 15 ans, on était à Kinshasa, au Zaïre. Et pendant mes séjours au Zaïre, tout le monde connaît le Marabout Diaby, ça c'est le nom que je préfère. Tout le monde connaît Marabout Diaby. Ma mission, c'était pour aller sauver les gens partout où ils se trouvent, sans distinguer leur race, sans distinguer si vous voulez, l'ethnie ou bien le pays de provenance. Il suffit qu'on me dise qu'un tel Africain de l'Ouest est bloqué quelque part, je me rends tout de suite et je fais ce que je peux faire pour libérer la personne. Jusqu'à les Aérois, à l'époque, m'ont appelé même l'ambassade parallèle parce que l'ambassade est diplomatique. Et les diplomates n'ont pas le droit d'accéder à certains services sans passer par les affaires étrangères, les communications entre les pays. À l'époque, ce n'était pas facile. Il fallait d'abord contacter votre ministère des Affaires étrangères qui va contacter le ministère des Affaires étrangères du pays, là où vous êtes, avant d'intervenir. Et nous, on n'avait pas besoin de ça. La raison pour laquelle les relations que j'ai créées à moi-même m'ont aidé à l'époque d'être direct. À chaque fois que le problème se sourcille, j'arrive à trouver la solution. Et l'ambassade de Guinée a été toujours témoin. Mon passage en Afrique de l'Ouest, que ce soit le Congo-Brazzaville, que ce soit le Congo-Kinshasa, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Gabon, que ce soit le Tchad, que ce soit le Burundi, le Rwanda, le Angola, j'ai toujours intervenu pour aider, pour complémenter le rôle de nos ambassades. Là où eux, ils ne peuvent pas arriver, moi, j'ai la facilité d'accéder. Voilà ce qui m'a donné une possibilité d'être aimé et apprécié par les communautés guinéennes de l'étranger. Vous rencontrez souvent les chefs d'État. Qu'est-ce que vous les dites essentiellement?
Vous savez, Parce que vous partez souvent dans des pays où il n'y a pas de guerre. Bien sûr, je me rends dans les pays où il n'y a pas la guerre. Mais comme vous le savez, je rencontre beaucoup de chefs de l'État, mais dans le cadre de mon métier. Le métier qui m'a donné le sens d'être aujourd'hui ce que je suis. Avant tout, d'abord, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas fonctionnaire, je suis un marabout diakanké. Un bon diakanké. Donc mon travail, c'est le maraboutage. Et grâce à mon travail, j'ai les connexions, comme vous dites aujourd'hui, j'ai le contact, mon carnet de ce qui est rempli des autorités du monde. Alors, je ne peux pas ici au plateau livrer le nom d'un chef de l'État. Mon travail ne peut pas me permettre parce qu'il faut d'abord garder la discrétion, il faut maintenir, comment on dit, nous sommes des médecins. Un médecin, ton rôle, c'est de porter ton Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le marabout des chefs d'État? Je ne peux pas m'appeler le marabout des chefs de l'État, je peux dire que je suis le conseil de certains chefs de l'État. Sur quel plan? Dans le domaine occulte. Le domaine occulte. Dans le domaine occulte. Diaby, d'autres n'en croient pas. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ceux qui n'en croient pas, c'est ceux qui n'ont pas trouvé ou voir la réalité. Vous comprenez, aujourd'hui, le monde est dirigé par des hommes de Dieu. Nous avons vu l'Amérique, l'homme le plus fort des présidents des 40 et quelques chefs de l'État qui ont commandé l'Amérique, c'était George Bush. Mais on voyait George Bush se incliner devant son maître évangélique. Tout le monde a vu ça. Pendant la guerre de Golfe, il ne faisait rien sans d'abord prendre le contact et le conseil avec les gens qui l'entourent. Ce n'étaient pas les politiciens, ce n'étaient pas ses ministres, ce n'étaient pas les militaires, mais c'était les hommes occultes. Et l'Europe aujourd'hui est gouvernée par ces mêmes hommes occultes, que ce soit les pharmaçonniques, que ce soit, ils sont nombreux. Ici, en Afrique, c'est les marabouts qui sont connus. Mais les pays qui se sont donné la chance d'écouter leurs marabouts comme le Sénégal, regardons l'exemple sur le Sénégal. Et rien ne peut se faire sans l'avis des marabouts sénégalais. Lorsque les marabouts sénégalais, qui sont, je ne dis pas qu'ils sont inférieurs à nous les marabouts guinéens, mais qui n'ont pas de compétences qui nous dépassent, mais lorsque un marabout sénégalais donne son discours à ses fidèles, le politique, le président de la République, il laisse son chaussure pour venir s'allier, le petit marabout qu'il soit, on vient lui écouter, on vient lui demander son bénédiction, on vient demander son conseil parce qu'il a une voix qui passe. Malheureusement, notre pays, la Guinée, le maraboutage est devenu un phénomène d'où les gens pensent que nous sommes tous des charlatans. Alors que il n'y a pas un marabout qui n'a pas son millier de personnes derrière lui. La voix des marabouts passe mieux que toute la voix que vous voyez, parce que la politique, tous ceux qui se bagarrent dans l'Assemblée nationale, tous ceux qui se discutent dans les ministères, tout ce qui se passe à la présidence, le soir, le marabout encaisse tout dans son petit bureau. C'est ça la valeur africaine. Et c'est cette valeur africaine que nous avons abandonnée, que la Guinée continue à abandonner. Si on répare cette erreur-là, la Guinée ne tombera pas là où il se trouve. Est-ce qu'on peut dire par là que El Hadj Djeriba Diaby est marabout de certaines personnalités du pays? En Guinée, je suis peu connu, je peux vous répondre non. Je ne suis pas le marabout de quiconque ici en Guinée. Je suis le marabout des bas peuples. Je suis le marabout des malades. Je suis le marabout de tous les Guinéens, mais sauf les Guinéens qui veulent détruire le pays. Que cela soit n'importe quel côté, n'importe quel bord. Je n'ai jamais d'abord assisté toute personne, que ce soit dans mon pays, que ce soit à l'extérieur du pays, la personne qui veut verser le sang sur le sol de son pays pour avoir le pouvoir. Jamais. Ce n'est pas mon travail. Parce que mon père, je suis le travail de mon père. Je suis le travail des grands-pères qui nous ont donné ce pouvoir. Ils nous ont toujours dit, il faut aider. Mais il ne faut jamais être responsable
des massacres qui va entasser le sang sur ton travail, sur ta main. Tout ce qui se fait, c'est pour éviter qu'un jour on dit, voilà, le marabout Djeriba Diaby a aidé quelqu'un qui a fait couler des centaines, le sang de centaines de personnes pour monter au pouvoir. Ce n'est pas major. Je n'ai jamais participé à un coup d'État alors que les marabouts sont souvent sollicités dans les prises de pouvoir. Ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours aidé les chefs de l'État qui sont en fonction jusqu'à leur mort ou jusqu'à qu'ils rendent le pouvoir. Je me rends dans tous les pays, la tête haute. Partout où je me rends, les gens m'ont toujours accueilli comme un héros parce que j'ai rendu le service. Ils m'ont connu un homme de la paix qui ne fait jamais d'histoire pour avoir l'argent. Non. Vous avez rendu service. On en parle peu de votre relation avec Lansana Conté. C'était à quel niveau? Le général Lansana Conté était papa. C'était le père de tous les Guinéens. Parce qu'il vous donnait beaucoup d'argent. Le général Lansana Conté, s'il a donné beaucoup d'argent au marabout, ce n'est pas Ella Djeriba Diaby. Les gens qui me regardent, les gens qui l'ont entouré, les gens qui l'ont connu, les gens qui étaient avec moi pendant que je l'ai connu, peut le témoin. Si quelqu'un a donné l'argent entre moi et lui, je crois que c'est moi qui l'a rendu les services. Il n'est pas aujourd'hui en vie, que son âme se repose en paix. Mon cher frère, Lansana Conté, s'il m'a donné l'argent, alors c'est en juste valeur. Mais si quelqu'un a rendu service à l'autre, je suis le mieux placé de dire que le général Lansana Conté, alhamdulillah, s'il m'a demandé des services, il a été satisfait des services que je lui ai rendus. Mais ce n'est pas l'argent qui nous lisait, non. Je l'ai pris comme un papa, il était un papa, il était un chef, il était un père de famille. Le président Lansana Conté, l'argent, ce n'était pas son problème. Moi, j'ai connu le président Lansana Conté, la première agression, 1999. Ils sont venus vous consulter? C'est moi qui est venu apporter la nouvelle en présence du général Fé Karfala Kamara et général Arfan. Et ce jour-là, qui m'a conduit là-bas, c'était Mamadou Bondabo. À l'époque, il était capitaine. C'est lui qui m'a conduit dans le bureau du général Karfala Kamara. À l'époque, il était inspecteur de l'armée. C'est là que j'ai connu le fait général Lansana Conté. Alors, général Lansana Conté, en tant que bon Guinéen, il a toujours écouté ce que les imams, ce que les marabouts, ce que les prêtres, toujours le prédit, il a toujours tenu en compte. Parce qu'un chef, c'est ça. Il ne faut pas fuir des informations. Il faut écouter les informations. C'est ça qui a été la force de beaucoup de nos dirigeants. Le président Mobutu Sese Seko du Zaïre, le président Omar Bongo du Gabon, le président Paul Biya du Cameroun, et tous ces grands dirigeants, il y a des membres du Togo. Donc, ils ont beaucoup écouté les hommes occultes pour savoir qu'est-ce qui est là dans leur pays, c'est qu'eux n'ont pas entendu, parce que quand un ministre vient voir son chef, il lui dit toujours ça va. Monsieur le président, ça va, c'est toujours ça va. Mais un marabout n'a pas intérêt de mentir à son chef. Parce que lorsque tu mens à ton chef, quand il va découvrir Bokassa, nous avons connu Bokassa. Bokassa a même tué les marabouts qui l'ont menti. Les pays arabes aussi, ça arrive. Il y a certains princes qui ont tué les marabouts pour avoir leur menti. Donc le marabout, je ne dis pas les charlatans, je ne dis pas ceux qui portent les habits de boubou pour dire que je suis marabout. Non, je dis un vrai marabout doit être honnête vis-à-vis de son travail. D'abord, il faut être discret. Et ensuite, il faut vraiment donner l'information qui peut être vérifiable. Voilà ce qui m'a lié avec le général Lansana Conté en 1999. Il a vu ce qu'on l'a apporté comme nouvelle. Et par la suite, loin, puisque j'étais au Cameroun, mais le contact, à chaque fois qu'il a besoin de moi, je suis là, je prends mon avion, je viens, il n'y a pas de témoin entre moi et lui. Personne ne peut dire, voilà ce qui se disait entre Ella Djeriba Diaby et Lansana Conté. Il y a même ses entourages qui ne savaient pas nos liens. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Mais
mon nature, je suis un homme discret. C'est ça qui a fait ma force. Parce que je me dis, la discrétion, quand on veut commander ou quand on est à côté d'un commandeur, il faut vraiment être discret pour que tu puisses vivre. Sans discrétion, on ne peut pas vivre. D'accord. Et là, Djeriba Diaby, vous êtes un marabout. Selon vos explications, un marabout très fort, ce que je comprends. De quoi réellement vous êtes capable? Je ne suis pas un marabout très fort, comme vous le dites, je suis un talibé. Je suis un talibé, je ne peux pas vous dire, c'est-à-dire on est toujours au milieu. Quelle qu'en soit ta force, quelle qu'en soit ta capacité, quelle qu'en soit ta puissance, tu es toujours au milieu. C'est comme les chefs de l'État. Ici, à Guinée, nous avons notre président de la République, qui est le professeur Alpha Condé. Lorsque je retrouve entre le président américain, le président russe, le président français, il est président guinéen. Donc, chacun à son niveau. Alors, je ne vais pas vous dire que je suis très fort, mais dans le domaine que je connais, je fais ce que je peux. Les personnalités à qui j'ai eu la chance de leur courtoiser, ils m'ont aidé à grandir dans mon travail. Ils m'ont encouragé parce qu'ils ont vu quelque chose dans mon travail. Voilà la raison pour laquelle j'ai eu tous les médailles que j'ai eues, les certificats que j'ai eus et les remerciements que j'ai eus. Et jusqu'au présent, je peux toucher le bois. Je n'ai jamais d'abord entendu par un de mes soignants, un de mon client, que ce soit chef ou que ce soit commerçant ou que ce soit un simple citoyen, pour dire que El Hadji Diaby, voilà, on se dit. Mais on ne peut jamais réussir à 100%. On ne peut jamais réussir à 100%. Puisque Dieu ne peut pas nous donner tout le pouvoir pour réussir à 100%. Quelle qu'en soit ta force, tu peux échouer quelque part. Mais au moins, tu peux ramener la personne jusqu'à une solution. Le reste maintenant, ça peut nous aider à trouver une autre personne qui peut nous guider mieux que toi. On n'est jamais parfait. Chaque personne peut avoir un défaut. Mais moi, je n'ai pas de qualité. Je ne vous dis pas que c'est la qualité. Mais par la grâce de Dieu, toutes personnes qui m'ont mis d'abord à leur service ne m'ont pas encore dit qu'ils ont été déçus. D'accord. Vous êtes l'ami des chefs d'État africains. Parmi vos amis, on compte professeur Alpha Condé? Professeur Alpha Condé, c'est le président de tous les Guinéens. C'est le président d'Djeriba Diaby. Vous avez des liens particuliers? Je n'ai jamais serré la main au professeur Alpha Condé. Vous allez être surpris. Je n'ai jamais serré d'abord la main à mon président de la République, Alpha Condé. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas dans mon cœur. Moi, toute personne qui va avoir la chance de diriger ce pays qui est la Guinée, dont j'aime le temps, il est mon président. Et je prie tous les jours, chaque matin, chaque soir, pour la personne, que Dieu nous donne la sagesse, que Dieu nous donne la force de diriger ce pays. Car la Guinée n'est pas facile de diriger. Les Guinéens ne sont pas faciles d'être dirigés. On peut facilement diriger 1 million de Maliens que 100 000 Guinéens. Les Guinéens, quand on dit Guinéens, Guinée-Conakry, Guinée-Sékou Touré, ce n'est pas facile. Donc, quand on donne le pouvoir à quelqu'un, quand Dieu donne le pouvoir à quelqu'un en Guinée, il t'a donné tous les bagages de ce monde. On peut facilement diriger 50 millions de Français que la Guinée. Si le président français était guinéen, aujourd'hui, il allait crier. Il faut le savoir. Ce n'est pas facile. Vous n'avez jamais serré la main au professeur Alpha Condé et vous avez la possibilité de serrer la main au professeur Alpha Condé. Pourquoi cela n'a pas été fait jusqu'à présent? Quelque chose ne va pas? Tout va très bien parce que ne me fais pas dire ce que je ne pense pas. Tout va très bien. Moi, je suis un simple citoyen, un petit citoyen. Oui, mais pas comme les autres. Oui, mais le président Alpha Condé, il a tellement de choses à faire, il a tellement d'occupations. Il voit un de son concitoyen qui fait des petites actions. Il se dit peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas dans son fond de cœur. Il se dit peut-être, ah, celui-là il fait des biens, ou celui-là qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors, moi je ne peux pas juger de dire voilà pourquoi le président Alpha Condé, je n'ai jamais demandé l'audience à rencontrer un chef de l'État. Jamais dans ma vie. Jamais. Mais si la personne trouve que
ce monsieur, il a une petite importance quelque part, je vais le voir ou je vais le mettre dans telle mission, je suis automatiquement partant à l'étranger comme dans mon pays. Si il m'appelle, il me dit voilà, qu'est-ce que tu as à me dire sur ton travail ou bien sur mon pays ou bien sur l'action que tu amènes en tant qu'ambassadeur de la paix, là je suis automatiquement partant pour dire voilà, mon papa, mon frère, mon président, voilà mon idée. Si il est devant vous aujourd'hui, quel est le conseil que vous avez pour lui par rapport à la gestion de la Guinée? La gestion de la Guinée, si vous voulez, Ella Djeriba Diaby, je ne peux pas vous dire le nombre de pays que j'ai parcouru. Et je ne peux pas vous donner le nombre de dirigeants africains et monde entier que j'ai eu la chance et la privilège de leur voir, y compris les présidents de certains pays européens comme la France. Alors, je dirais tout simplement au président Alpha d'être un papa, d'oublier son statut de chef de l'État, président de la République. La Guinée, aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul papa, nous n'avons qu'un seul grand-père, nous n'avons qu'un seul grand frère. C'est Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est lui qui est là. Quand on est dans une famille, le grand frère vit avec ses petits frères. Là où le grand frère est en train d'évoluer, les petits frères sont là. Personne ne peut être content du travail des grands frères. Parce que tout le monde veut être à la place de son grand frère. Grand frère, pourquoi? Pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'as insulté? Pourquoi ceci et cela? Tout ça, le grand frère, il rit. Il dit, mon petit frère, attends. Attends. Et le lendemain, le grand frère appelle tous les petits frères autour de lui. Pourquoi vous êtes mécontents? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez que la maison de notre papa marche comment? Parce que quand on dit en malinké, Fassou, Fassou ça veut dire quoi? C'est la maison de notre grand-père. On n'a pas dit Nassou, on n'a pas dit la maison de notre maman, mais on dit la maison de notre papa. Ça veut dire tous les Guinéens se retrouvent dans cette fraternité-là. C'est la Fassou de tous les Guinéens. Et on se dit, il est le seul, le papa, le seul grand-père, le seul grand frère. Alors, les enfants, la jeunesse, vont le dire, ah, voilà, voilà. C'est entre un vieux et ses petits-enfants. Et nous, ces enfants, qui vont le dire, papa, papa, ils nous regardent. Il y a certains des enfants qui vont se retrouver lassés, qui vont dire on n'a pas meilleure éducation, on n'a pas eu de bon travail, on n'a pas satisfait. Ça ne manque pas. Mais le problème c'est où? C'est entre les petits frères et les grands frères. Entre les petits frères et les grands frères. Mais il faut savoir que aucun chef de l'État, aucune personnalité guinéenne, ça il faut qu'on se dise la vérité, qui peut prendre la Guinée, là où la Guinée était, qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on dit voilà, bravo, ce qu'il a fait, nous avons vu. Aucun pays n'a été construit au bout de 5 ans. Les Guinéens croient trop au miracle, alors qu'en politique, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Okay. La politique, il faut que tout le monde accepte de travailler. Travailler ensemble, la mentalité. Le gagne facile là, il faut que les Guinéens oublient ça. Lorsque les Guinéens ne gagnent pas facilement, ils vont commencer à insulter. Ils vont commencer à dire que ton programme n'est pas bon. Quel est le président qui viendra pour que les Guinéens disent que son programme est bon? Le président Sékou Touré, paix à son âme, est parti. Nous avons vu. Le président Lansana Conté est venu. Nous avons vu comment la rue a flammé ici. Le président Dadis est venu. Tout le monde l'a acclamé ici. On a dit que c'est un ange. Mais à la fin de compte, c'était devenu comment? Les Guinéens est difficile de serrer. Le président Alpha Condé, aujourd'hui, comme X personnes qui viendra demain, ont des travail sur le pied ici. Il faut que les Guinéens, les mentalités sensent d'abord pour que notre pays puisse vivre dans la paix. Et là, très souvent, on vous voit sur les petits écrans, au secours de la population. Qu'est-ce qui vous motive à faire des dons à ces milliers de personnes? Ma motivation est très simple, mon cher ami.
j'essaye d'inciter les Guinéens à ma petite modèle. Malheureusement, pour le moment, je ne vois pas les personnes qui m'imitent encore. Nous voyons en France Abbé Pierre. Abbé Pierre était un simple citoyen français qui n'avait aucun moyen, qui était très modeste. Mais il a passé sa vie d'abord à aider les personnes sans papier. Il dormait dans les rues pour suivre les gens qui n'ont pas de papier. Jusqu'à il a créé sa propre fondation pour aider les gens. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais sa voix porte dans toute l'Europe. Ils l'ont imité. Il y a centaines d'Abbé Pierre aujourd'hui en Europe. Alors, El Djabi ne veut pas dire qu'on me met le chapeau. Non, je ne cherche pas ça. Mais tout ce que je cherche, moi, je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas commerçant. Je ne suis pas politicien. Je suis simple marabout. Mais le peu que Dieu me donne là, je dis aux Guinéens, partageons ce que Dieu vous donne. Et la courage et la force, depuis le temps de général Lansana Conté, on me voyait avec l'intobété. Je prenais de village au village pour aller donner les petits dons que Dieu me donne. Mais je comprends très mal qu'il est facile de construire un village, donner une fille, que de prendre cet argent, aller aider les gens ici à Hôpital Ignacidine. Il est facile de chercher le visa, faire partie de ta copine de la Guinée, aller le loger en Europe, dans les villas, que d'aller aider quelqu'un à Saint-Paul-D ici, les enfants qui sont en train de mourir de faim. Je comprends très mal que les multimillionnaires, les multimilliardaires en francs guinéens qui sont en Guinée, au lieu de penser à leurs enfants, à leurs sœurs, à leurs frères qui meurent de faim, acceptent de prendre des centaines de voitures, faire la campagne, gaspiller l'argent pour faire la campagne, gaspiller l'argent pour tuer les gens, gaspiller l'argent pour leur propre bonheur, mais personne ne pense au bonheur de ces petits peuples. Alors moi, étant que je n'ai rien, le peu que Dieu m'a donné, je me dis, pourquoi à ne pas souvent faire des petites sorties pour montrer aux gens, allez-y, venez. Je vous donne un exemple. J'étais à Tombolia, à la mosquée de Tombolia. Ça fait 14 ans que cette mosquée est bloquée. Je remercie notre président de la République. 2 semaines après mon départ de cette mosquée, il est parti prier là-bas. Voilà ce qu'il a pris, ce qu'il a fait comme un bon Guinéen, un bon musulman. Voilà les actions à saluer. Pendant 14 ans, ce mosquée est dans cette grande quartier. Personne n'a pensé à venir en aide à ces mosquées. Alors qu'il y a des riches, il y a des ministres, il y a des gouverneurs, il y a des directeurs, il y a toutes sortes de catégories de personnes dans ce quartier-là. Mais lorsque le président de la République a vu, a pensé, ses collaborateurs ont vu, ils sont pensés à cette défi de Dieu, le président est parti. Voilà, on s'en dit, on est soulagé. Ça, c'est bravo pour le professeur Alpha Condé. Merci beaucoup, El Hadji Djeriba Diaby. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre dernier message au peuple de Guinée et au peuple d'Afrique qui vous suivent à travers Évasion? Mon dernier message à travers votre groupe Évasion, d'abord, je vous dis merci. Grand merci. Sans vous, on ne peut pas être formé et informé. Mais comment un pays peut se développer pendant que les enfants sont oubliés dans les rues? Comment un pays peut être développé pendant que nous sommes aigris contre l'un et l'autre? Voilà le mal de Guinée. Voilà pourquoi la Guinée, c'est difficile d'avancer. Il faut que nous ouvrons notre cœur. Il faut que nous pardonnons le passé. Il faut que nous regardons ensemble l'avenir, le futur, que le commerçant vague à son commerce, que le menuisier fait son travail, que le tapissier fait son travail, que le plombier fait son travail, que le commerçant au marché n'a qu'à s'occuper de son commerce. On laisse la politique aux politiciens. Moi, je suis un marabout, je m'occupe de mon maraboutage. L'imam est dans la mosquée, il s'occupe de son mosquée pour éduquer les gens
ce que Erlichon a dit. Et les prêtres sont dans les églises. Alors, la politique est bien pour les politiciens. Et si on dit, on se dit que nous allons tous suivre la politique, nous allons être démocrates plus que les démocrates même. Pour le moment, moi, je pense que les Guinéens pensent que la démocratie, c'est d'aller dans la rue, aller manifester, aller casser, aller insulter, aller mettre les pantalons sur les fesses. Et les filles maintenant s'habillent, je ne sais pas comment dans les rues. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie est loin des mentalités guinéennes. On dirait que nous ne voyons pas ce qui se passe dans les autres pays. La démocratie, c'est le partage des idées entre le père et le fils, entre l'élève et son maître, entre le pouvoir et sa population. La Guinée, Dieu nous a sauvés. Et quand Dieu sauve, il n'est pas là pour continuer à nous sauver. Nous devons faire attention. Un Mandela qui a pardonné ses ennemis. Les Guinéens, pourquoi on ne peut pas se pardonner? Qu'est-ce que nous avons eu ici? Qu'est-ce qu'on a fait ici que les autres pays n'ont pas fait? On parle de réconciliation nationale. Réconciliation nationale, je crois que la Guinée doit dépasser ces points-là. La Guinée doit avancer maintenant ensemble dans la main pour que notre nation puisse vraiment être comme la Guinée équatoriale, qui nous dépasse de rien. On se dit, est-ce que nous les Guinéens, on peut avoir le visa pour aller à Guinée équatoriale avec tous les milliards qui sont là-bas, alors que nous aussi, on a les mêmes choses ici. Le mois de Carême qui va arriver bientôt, tout le monde a la tête en l'air parce qu'on ne sait pas comment les commerçants vont manipuler encore les prix pour faire souffrir encore la population guinéenne. Et c'est les mêmes populations guinéennes qui vont voter. C'est les mêmes populations guinéennes qu'on va appeler descendre dans la rue. C'est les mêmes populations guinéennes qui vont mourir dans la